Bonsoir, merci d'être ici si nombreux. Merci à Richard Ford d'être parmi nous. Merci à Rupa Suktanka qui va assurer l'interprétariat de la rencontre. Ce devait être une rencontre, elle s'appelait Richard et Russell. Russell Banks a dû annuler sa venue au dernier moment. Donc, Pierre Furlan, qui est depuis très longtemps, depuis plus de 3 décennies, son traducteur en français, a accepté, qui est aussi écrivain, mais qui là parlera effectivement en tant que traducteur, a accepté de participer à cette rencontre, non pas pour remplacer ou parler à la place de Russell Banks, bien évidemment, mais pour, on peut dire qu'effectivement, le traducteur est la personne qui est la plus proche de l'auteur, de son écriture, de sa voix, de sa respiration, nous parler un peu de comment il lit et comment il connaît Russell Banks intimement à travers ses livres. Peut-être que je vais commencer par vous, Pierre, si vous le voulez bien. Oui. Parler de donc Russell Banks, les éditions Actes Sud viennent de faire paraître son dernier livre en date, traduit par Pierre Furlan, évidemment, au Canada. Et il sera aussi question, évidemment, du dernier livre de Richard Ford, un recueil de nouvelles, paru l'année dernière en traduction aux éditions de l'Olivier, Rien à déclarer. Mais je commence effectivement avec vous, Pierre Furlan, pour évoquer Russell Banks et ce que cette fréquentation de plusieurs décennies de son écriture et de son œuvre vous a appris sur cette œuvre. Comment vous la définiriez en quelques phrases, Pardon, ce sera court, c'est un peu un vaste sujet. Je crois qu'il est difficile de la définir, justement, si on l'habite depuis longtemps. Vous savez, par exemple, j'habite Paris, et les gens qui viennent de l'étranger, souvent me disent des choses sur Paris que moi, je n'avais pas, qui ne m'étaient pas venues à l'esprit. Et avec Banks, c'est un petit peu pareil. Disons que le fait d'avoir travaillé vraiment sur les livres de Banks, ce que j'ai noté, c'est toujours quelque chose qui m'était, comment dirais-je, qui m'était proche, en fait, c'est-à-dire une sensibilité qui me plaisait. Je crois que c'est surtout ça, je dirais. Par exemple, Russell aime ses personnages. Il aime des personnages de l'Amérique de Nouvelle-Angleterre, des gens assez ordinaires qu'on pourrait penser parfois un petit peu marginaux, parfois qui ne semblent pas avoir grand-chose. Et ces personnes, il leur donne quand même une sorte de cachet exceptionnel. Il leur donne une vie, une vraie vie, peut-être une vie qu'ils n'ont pas dans la vie réelle. Je trouve ça beau, je trouve ça fort. Je trouve que peu d'écrivains arrivent à faire ça. Je ne sais pas si c'est du réalisme, parce que, en fait, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment de réalisme. Un écrivain croit qu'il va reproduire les choses, mais il les recrée en réalité. Il les transcende. Et donc, c'est l'écrivain qui se croit réaliste. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Il ne va pas non plus copier les choses, il croit les copier. Il y a des recettes ici et là. Et je pense que même si au début, Russell cherchait peut-être lui aussi des recettes et un style pour être réaliste, je crois qu'il a assez vite allé au-delà de ça. Et qu'il a trouvé une authenticité justement par son rapport aux personnages, à des personnages comme Flora Pease dans Trailer Park, c'est-à-dire des gens qui vivent dans les caravanes, qu'on pourrait trouver dérisoires, et il arrive à en faire quelque chose. Voilà, c'est donc, je dirais, il a une trajectoire qui me plaît, parce qu'en plus, on voit qu'en vieillissant, son style devient plus ramassé. Avec une phrase plus courte, il dit plus de choses qu'avant avec une longue phrase. Et je pense que ça ne peut pas s'inventer non plus. Ça veut dire qu'il a un rapport justement, je dirais, à la réalité qui devient plus fort, plus dense. Donc, de l'avoir accompagné à ma façon et pour le public français le long de ce trajet, je trouve que c'est une belle chose. C'est une chose qui m'a beaucoup plu et qui m'honore et que voilà, dont je suis fier et content. Merci beaucoup, Pierre.
Vous reprendrez la parole plus tard dans la discussion, encore une fois sans remplacer Russell Banks, mais pour nous parler de lui, de son dernier livre. Mais je voulais poser, en rebondissant sur ce que vous disiez à propos de Russell Banks, poser à Richard Ford, qui est un écrivain très différent, une question sur le réalisme. Voilà, vous disiez Russell Banks, écrivain réaliste. Est-ce que vous, Richard Ford, c'est aussi quelque chose, enfin, je ne vais pas dire une étiquette, parce que c'est moche les étiquettes, mais est-ce que c'est une veine dans laquelle vous reconnaissez le réalisme? I have to think about that. I think that when I say tree, you think tree. Or when I say car, you think car. Or sky, sky. When I say tree, I don't necessarily think that you see the word tree. In other words, yes, in that way. I write a sentence that's full of descriptions, and I would like it to be that in your mind, you pictured what I am describing. So in that way, but there's more. Oui, il faut que je réfléchisse à cela. En fait, quand j'écris quelque chose, un mot comme l'arbre ou ciel ou voiture, j'aimerais bien que vous aussi, en lisant ce texte, vous voyez l'arbre, le ciel et la voiture. Donc, j'aimerais bien que vous reconnaissiez dans mes mots exactement ces mots et ces choses-là. Donc là, vous pouvez les lire telles quelles. Mais de ce point de vue-là, on peut dire que je suis réaliste, mais il n'y a pas que ça. In another way, I would like for someone who read a book of mine to believe that the book will be useful when that person closes the book and goes back to her or his regular life with something that was not available before. Mais on peut voir ça autrement. Et ce que j'aimerais, c'est quand vous lisez ou quand un lecteur prend une de mes œuvres, j'aimerais bien quand l'œuvre est finie ou quand il a fini de lire le livre, qu'il y a quelque chose d'utile qui reste encore et qui le lecteur amène avec lui ou elle une fois que la lecture est finie. But because when I was a young writer, I was reading Donald Barthelme, and I was reading William Gass, and I was reading Cosmic Comics. I was reading these books which were hyper-realist, I suppose you would say. But realism in another way, that these were sentences which were very aware of themselves as sentences. So you understood that a word looked this way, and it sounded in your mind this way. It had this many syllables in it, this many beats in it, very much like the way we read poetry. So, because I read these writers when I was young, I had a kind of sensitivity to those poetical, non-cognitive, maybe non-realistic qualities that language always has. Et quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu les œuvres de Donald Barthelme ou Gass ou les Cosmic Comics. Et tout ceci était hyper réaliste. Et donc, le style était que chaque phrase avait un sens très clair de ce qu'elle représentait. Chaque mot avait un sens très clair. Les syllabes, le rythme de la phrase correspondaient à quelque chose. Donc, je lisais tout cela, j'étais imbibée de cela et influencée peut-être par ces autres écrivains. Et donc, mon style aussi représentait un peu quelque chose qui était peut-être la version non cognitive de la langue, mais qui représentait cette musique. Et pour partir de ce dernier livre traduit, ce recueil de nouvelles, Rien à déclarer, j'y pensais aussi en écoutant Pierre Furlan parler du rapport de Russell Banks avec ses personnages. Quel est le rapport que vous entretenez avec les personnages de ces nouvelles? Vous qui avez aussi, parfois dans des romans, vous suivez vos personnages sur une très longue durée. Vous avez aussi ce personnage de Bascombe qui revient de livre en livre. Là, ce sont, en tout cas pour nous, comme de très brèves rencontres avec ces personnages, très brèves et intenses.
really what you're asking is what is my relationship to these characters? Oui, est-ce que vous avez la même relation avec ces personnages qu'on ne fait que croiser le temps d'une nouvelle, ou avec des personnages qu'on va suivre sur un roman, voire sur plusieurs romans? Well, I think of characters as little arrangements of language. And I don't necessarily think of characters as people on the page because they are infinitely mutable or eliminatable. And I'm always trying to make them better. And when I make them better, I change them all the time. So it's impossible for me to think of characters as people because I think that where readers enter books is through the choice of words. And so that's what I think characters are. And I have a kind of fondness for them, but I'm not in love with them. Oui, les personnages, ces caractères, pour moi, sont tout simplement une suite ou un arrangement de la langue. Ce ne sont pas des individus ou des personnes qui sont sur ma page. Et l'idée, c'est justement, je peux les déplacer, je peux les éliminer, je peux faire un tas de choses avec ces personnages. Je peux essayer de les améliorer et à ce moment-là, évidemment, je vais les changer ou les transformer. Donc, je ne les conçois pas en tant qu'individus ou personnes. Et je trouve que les lecteurs, quand ils commencent à lire mes œuvres ou mes livres, sont d'abord attirés et absorbés par les mots. Ce sont ces mots qui les attirent et qui les prennent. C'est pourquoi je peux dire que j'ai une certaine amitié, affection pour mes caractères, mais je ne suis pas amoureux. It's probably true, and it's kind of naughty for me to say this, but I guess I hope that the reader thinks these are people more than I do. Ce que je pense, et peut-être c'est pas très bien, c'est peut-être un peu méchant de le dire, merci, que j'espère que les lecteurs croient plus en ces personnages, en tant que personnages, que je ne le fais moi-même. It's very, very much like someone who paints using oil paint. The painter is up very close to the canvas, and she or he is making gestures and densities of paint and figures in paint. And she or he hopes very much that when you get away from it, it looks like a man riding on a horse. Comme peindre, par exemple, avec des huiles. Le peintre est très proche de sa toile et donc il met les épaisseurs de peinture, il y a des gestes de toutes sortes. Et le peintre espère qu'avec du recul, en s'éloignant du tableau, on va voir un homme sur un cheval. I'm very interested in the paint. Et moi, je suis plutôt vraiment très intéressée par la peinture elle-même. Plus que par le motif. Quand vous disiez que effectivement l'idée, enfin votre désir, c'était quand on lit un texte de vous, un roman, une nouvelle, il nous en reste quelque chose. On continue à y penser, à y réfléchir. J'ai l'impression qu'effectivement cette qualité méditative est très forte dans les nouvelles de Rien à déclarer. Où on a l'impression effectivement d'en sortir en réfléchissant voilà, à la solitude peut-être de ces individus, une solitude qui n'est pas une mélancolie, qui n'est pas une solitude malheureuse, qui est une solitude presque intrinsèque à l'individu. Est-ce que c'est un peu votre vision de ces histoires? No, I don't have a vision. I don't go at writing a novel or a story with a vision to enact. I just think of this and I think of that and I think of this and I think of that, and I try to put them together in an interesting way. There is a line of John Ruskin's,
which I like very much. He says that composition is the arrangement of unequal things. And for me, when I can put unequal things together into a story, then it has a kind of torque. It has not only texture, but it has a kind of grip that is created by me putting them together in unlikely ways. So that's as close to vision as I have. En fait, non, je n'ai pas de vision, pas du tout. Et je ne commence pas en écrivant en disant « Ah, j'ai une vision que je vais exprimer dans mon écriture », pas du tout. En fait, je prends un peu de ci, un peu de ça, je les mets ensemble, je les mélange et j'essaie de les arranger d'une façon intéressante. Et je trouve que ce que John Ruskin a dit est très intéressant sur la composition, parce qu'il dit c'est l'arrangement des choses inégales. Et c'est ce que j'essaie de faire donc un arrangement de ces choses inégales, pour rendre non seulement la texture de ces mots, mais également de donner une certaine force, un attachement, un genre de torque qui me permettent justement d'exprimer ces idées d'une façon un peu inhabituelle. Donc il n'y a pas vraiment de vision. Which is not to say that when I get to the end of a novel or when I write a particular line, that I don't ask myself, do you wish to be the author of that line? Do you wish to be the person who said that and have that attached to your name? So I do that, but I've written lines in my life, and I've put my head down on my desk and thought to myself, what is wrong with you? So take it out. Take it out. Oui, en fait, à la fin d'un roman ou d'une nouvelle que j'ai écrit, quand même, je me demande la question, est-ce que tu veux vraiment, en tant qu'auteur, dire ce genre de choses? Est-ce que tu veux vraiment, en tant qu'auteur, représenter ces idées? En fait, j'ai écrit plein de choses et il y a parfois où je suis perplexe à la fin. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as écrit ça? Donc, il y a ce genre de choses qui m'arrivent, mais ce n'est pas, encore une fois, une question de vision. And the vision is what you're finally left with. En fait, la vision, c'est ce qui reste après. La vision, c'est pour le lecteur. If we have to use that word, s'il faut absolument utiliser ce mot, oui, d'accord. We don't have to use that word. Non. Mais on n'est pas obligé de le faire non plus. I mean, you know what I want? I just want the reader to read all the words. And if the reader reads all the words, whatever the reader can realistically, based on the evidence of the story, think is the story's vision, she or he is entitled to it. En fait, ce que je veux, c'est que le lecteur lise chacun des mots. Et puis à la fin, si le lecteur a une conception quelconque d'une vision, eh bien à ce moment-là, je veux bien qu'il ou elle ait cette vision. I'm just one person, so inevitably, in everything that I write, it will be somehow imbued with something that has to do with me and what I will live with and what I won't live with, what I will advocate, what I won't advocate, what I will show you, what I will not show you. So that's as close as I come. Mais en fait, je suis donc un individu, et donc dans tout ce que j'écris, il y a quand même une partie de moi qui est exprimée, et j'exprime ce que je peux accepter et que je considère comme étant tenable ou pas tenable, ce que je peux préconiser ou pas préconiser, ou ce que je peux montrer ou pas montrer. Comment commence une histoire? Par quoi ça commence justement? Par une phrase, par un mot, par une image? Qu'est-ce qui est à l'origine d'une histoire? It begins with me deciding that I'm going to write a story. Ça commence tout d'abord avec une décision que je prends, que je vais écrire une nouvelle. So I assign myself to write a story, and then I go into my notebook looking for the raw material to write a story. So sometimes I'm lucky and I have
a title. And when I have a title, that's great, because then the material that I choose to put in the story is somehow influenced by its affinity with the title. And the affinity can be quite diverse. And in fact, the more diverse, the better. En fait, je décide au départ que je vais écrire une nouvelle et je m'y mets. Et j'ai un cahier dans lequel parfois j'ai des choses que j'ai écrites et donc j'ai du matériel au départ. Et parfois, si j'ai de la chance, j'ai un titre. Et si j'ai un titre, c'est super parce qu'à ce moment-là, en commençant l'acte de l'écriture, quelque part, le titre finit par avoir une influence, une infinité avec ce que j'écris. Et cette infinité peut être assez diverse et variée. Et plus c'est varié, plus c'est diverse, mieux c'est. All of these stories were always only stories. They weren't failed attempts at novels. They were designed in, well, I won't say design, that makes me seem over-directing. They were always imagined as stories, which meant I knew how long they would be, and I knew some of their formal properties. En fait, toutes les nouvelles dans ce nouveau recueil étaient conçues dès le départ en tant que nouvelles. Ce ne sont pas des romans ratés ou quoi que ce soit, donc je connaissais dès le début la longueur que je voulais donner et aussi un peu la forme. I would probably be a much better writer if I were just looser about everything. En fait, je pense que je serais encore un meilleur écrivain si je me laissais aller un peu, d'une façon plus relaxée. And in this way, Russell and I are alike. We are the world's greatest authority on our own books. Et là, je pense que Russell et moi, nous sommes vraiment pareils, c'est-à-dire nous sommes les autorités absolues sur nos propres livres. We both want to run everything. Nous voulons tout maîtriser, contrôler. And I think that's, in my case, it's kind of a flaw. Et je crois que dans mon cas, moi en particulier, c'est un peu une faiblesse. C'est une faiblesse. I think all writers, and Philip Larkin said this, and it's true about poems. He said, all writers want to write a very different kind of poem or novel from the one they're writing. En fait, ce que Philip Larkin a dit, et je pense qu'il a tout à fait raison, il a dit tous les écrivains, tous les poètes veulent écrire quelque chose qui est très différent de ce qu'ils sont en train d'écrire. In my case, I would just like my choices to be wider. I would like the doors to be open more widely. Et dans mon cas à moi, j'aurais préféré que mes choix soient plus vastes, que les portes s'ouvrent sur d'autres horizons. I don't think that's so good. Mais bon, ce n'est pas vraiment une bonne chose. It works, it's okay. Je dois travailler encore pour y arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire que les choix soient plus vastes? Qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément par là? Well, so much of what writing a novel is about is two important things. One is deciding what happens next and choosing one word instead of another word. In all instances in which you're advancing the book, I would like to have an awareness of greater choices all the time than the ones I seem to be aware of. When I'm looking for words, I'd like to have a wider choice of words all the time. And I work at this. I don't mean to say I'm a victim of this or that I give up, but I just, writers want things to be like this. Too much of writing is like this. En fait, quand j'écris, quand on écrit un roman, de toute façon, il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, on doit savoir ce qui va se passer après. Et deuxièmement, on choisit plutôt un mot plutôt qu'un autre. Et moi, je pense que quand je parle de ces choix plus vastes, ce que j'aimerais, c'est justement avoir
le potentiel ou la possibilité d'avoir beaucoup plus de choix, par exemple déjà dans le vocabulaire, dans les mots que nous utilisons, que j'utilise. Et je ne me considère pas victime de cela, mais j'aimerais avoir cette ouverture. Et les écrivains aiment toujours avoir une largeur d'expression, et trop souvent, c'est trop étroit. I spend a year not writing, only planning, only accumulating material, raw material, and I haven't written a word, but I have this vast storage of things that I want to put in my book. I write sentence number 1. I have 2,000 fewer things that are available to me. Donc, je passe 1 an, par exemple, de faire tout simplement une collecte de mots, d'idées, etc. En fait, de planifier ce que je vais écrire. C'est donc tout un recueil, toute une série de choses que j'ai à ma disposition. Et puis, j'écris une première phrase, et voilà, il y a 2000 de ces idées qui ne me sont plus du tout disponibles, qui ont disparu. I'm not asking for sympathy. Je ne veux pas de la sympathie de votre part. Est-ce que vous connaissez, Pierre Furlan, les processus d'écriture de Banks? Est-ce que vous pensez qu'il est dans les mêmes affres ou dans la même maîtrise, le même contrôle? Je crois que c'est difficile à dire. Richard a dit qu'il était comme Russell, que tous les deux avaient une grande autorité sur leur texte. Je sais en tout cas que Russell passe pas mal de temps pour lui aussi collecter des matériaux, les matériaux qui vont le servir. Mais en même temps, il écrit aussi très vite et beaucoup. Donc les deux se contredisent d'une certaine façon. Et je ne sais pas en fait quel usage il fait réellement des matériaux qu'il a recueillis. On peut se poser des questions quand il écrit par exemple un livre qui se passe en Afrique. Combien de temps est-il allé en Afrique? À partir de quoi va-t-il écrire ce livre? Eh bien, en réalité, quand on voit par exemple The Darling, American Darling en français, on voit très bien que c'est malgré tout écrit d'un point de vue d'un Américain blanc du nord-est des États-Unis. Je veux dire, c'est une Afrique finalement qui devient aussi fictionnelle. Donc, on peut penser que, comment dirais-je, en grande partie, le matériau qu'un écrivain réunit pour travailler, il le réunit pour sa propre, sa propre édification, pour lutter contre ses propres peurs. C'est, je crois, Joyce Carol Oates qui disait, elle écrit absolument tout le temps, et elle disait, c'est tellement plus facile de chercher son matériau que d'écrire. Alors si pour elle c'est difficile d'écrire, on se demande pour qui c'est facile. Quand vous disiez dans la réponse, juste auparavant, que effectivement vous maîtrisiez, mais que vous d'une certaine manière vous aimeriez pouvoir, je ne sais pas si on peut dire lâcher prise, mais voilà, lâcher un peu cette maîtrise. Le fait de lâcher cette maîtrise, vous avez l'impression que ça vous apporterait cette ouverture que vous rêveriez d'avoir? I fantasize that would be true. Probably not possible for that. I mean, I do my best, you know. Open the book as much as I possibly can. For instance, when you come to the end of a novel, and you've worked on it for a couple of years or 3 years or 4 years, and you get to the last movement of it, and you know this is the last movement. And I'm not talking about the last line or the last paragraph. I'm talking about the last narrative movement. My view is that you have complete freedom about what to write. That you're not very much dictated to by the book that has come before. And I love that. I love to think that I get to the end of a book, and whatever I want to write is going to be great. It's going to be whatever I dream it up to be. It doesn't have to match
And that is such an exhilarating feeling to have. That here I'm come to the end of this long book that I've loved and worked on, and I'm now, it has enough integrity, I can just knock the end out of the ballpark. Oui, je rêve de cela, justement, ce lâcher-prise. Je fais de mon mieux, j'essaie justement d'avoir un livre aussi ouvert que possible. Mais bon, quand on arrive à la fin de l'écriture d'un roman, on a déjà consacré 3 ou 4 ans à cet exercice, on arrive à ce que j'appelle le dernier mouvement. Ce n'est pas la dernière ligne ou le dernier paragraphe, mais c'est vraiment le dernier mouvement. Eh bien, je trouve que cela donne une liberté totale à l'écrivain, ou au moins à moi. Et on n'est plus du tout obligé de suivre un diktat quelconque du livre. J'adore ce moment. C'est justement un moment de liberté où j'ai l'impression que je peux écrire n'importe quoi et je peux terminer mon livre en disant ce que je veux, et cela ne doit pas nécessairement correspondre à ce que j'ai dit auparavant. I can't do that at the beginning of the book. It's just impossible for me to do that at the beginning of the book. I don't know why. Maybe it's a weakness of mine. But I'll say one more thing about authority. And I think Russell would agree with me. And by the way, I'm really sorry Russell's not here. Hi. I think that when a writer asserts authority over a reader's attention, and the reader submits to that authority, that there is aesthetic pleasure to be had in that submission for the reader. Oui, alors je suis incapable de faire cela au début d'un roman. C'est peut-être une faiblesse de ma part, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire au début, mais je peux le faire à la fin. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette question d'autorité qu'un écrivain a sur son livre, et je pense que Russell serait d'accord avec moi, et je suis vraiment désolée qu'il ne soit pas ici avec nous. Mais je pense que si un écrivain arrive à la fin d'attirer l'attention du lecteur avec cette autorité et de faire subir cette autorité de l'écrivain sur le lecteur, eh bien à ce moment-là, je trouve qu'il y a un plaisir esthétique qui se fait ressentir de la part de l'écrivain sur le lecteur. Est-ce que quand vous cherchez comme lecteur, est-ce que vous cherchez ça, ce plaisir esthétique? Well, I love to give in. And I know we all do, don't we all? We open a book and we find ourselves being brought into the book and submitting to the book's various machinations. There's something intensely pleasurable about that. And it's not a pleasure of one kind. It's a pleasure of many kinds. It's sensuous, it's intellectual, it's formal, it's based on words. So all of the ways in which we submit to those constituents of what a novel is are for us, I experience it, pleasurable. Oui, j'adore cela. En fait, j'adore d'être obligée de me subir au pouvoir de ce livre. Et je pense qu'on est tous pareils. On adore ouvrir un livre et être complètement captivé, pris par toute une série d'émotions, que ce soit sensuelles ou intellectuelles ou formelles ou linguistiques. Et à ce moment-là, on a une réponse à l'écriture qui est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de plaisir, toutes sortes de plaisir, mais beaucoup de plaisir. J'aime bien que l'écrivain ait le contrôle, en fait, quand on lit. Vous avez, Pierre, vous avez échangé il n'y a pas très longtemps avec Russell Banks, qui vous a pas parlé de son prochain roman, mais qui vous a quand même dit un peu à quoi il songeait pour un roman à venir. On va d'abord peut-être parler 2-3 mots de Au Canada, qui est le dernier roman traduit, le dernier roman en date, j'imagine aussi aux États-Unis. Un roman qu'on peut dire crépusculaire, un roman très sombre, assez joueur aussi, mais très sombre. Oui, on peut dire ça. C'est un roman, je dirais, qui a
comment dirais-je, qui a un décor beckettien, en fait, une mise en scène à la Beckett, au départ, mais bon, qui dépasse un peu ce niveau, c'est-à-dire que Russell trouve son propre niveau, ce n'est donc pas vraiment du Beckett, mais en même temps, oui, crépusculaire dans le sens où c'est évidemment une fin de vie, une toute fin de vie. Et le titre anglais, d'ailleurs, c'est Foregone. C'est le dernier mot que prononce Ivan Ilitch dans La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Et Russell, c'est assez curieux, Russell a pris ce titre alors qu'au départ, il pensait, pendant toute l'écriture, il pensait au Canada, justement. Mais il a pris l'écriture parce que son éditeur a dit « Mais Richard Ford vient d'écrire Canada et on peut pas reprendre ce même titre. » Donc c'est assez curieux, voyez-vous, qu'on se retrouve aujourd'hui avec... mais en français, on a pu le reprendre puisqu'on n'a pas les mêmes empêchements. Mais en effet, donc, tout à fait, reprendre ce mot de Ivan Ilitch, le dernier mot qu'il prononce avant de mourir, et c'est en effet un livre sur les derniers moments, pas juste, et les derniers moments où la conscience est troublée, où la conscience, en somme, où quelqu'un qui veut décrire sa vie passée, faire un aveu, il veut que sa femme entende qui il est vraiment. Mais le sait-il lui-même? Il croit le savoir. Il va donc raconter quelque chose. Il veut absolument qu'elle soit là pour qu'elle sache ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, comme si elle ne le connaissait pas. Parce qu'il lui a caché bien des choses. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il lui a caché bien des choses qu'elle ne le connaissait pas. Il se trompe peut-être sur ce que signifie connaître. Et donc, c'est un livre qui a beaucoup de clés dans ce sens-là. C'est-à-dire où on peut entrer à différents niveaux. Ou comme souvent chez Banks, d'ailleurs, la mémoire est faillible, extrêmement faillible, mais ça c'est le b.a.-ba. Toute mémoire est faillible, sinon elle n'aurait aucun intérêt. Mais c'est plus que ça. C'est justement que ce à quoi on croit soi-même vraiment, pour se forger une identité, c'est ça qui est peut-être, au fond, aussi le plus illusoire. Si on ne veut pas que quelqu'un d'autre ait suffisamment de prise sur nous pour nous définir. Si on ne veut pas faire une société, si on ne veut pas faire un couple, ben on ne sait jamais qui on est. Je crois qu'il y a derrière donc cette croyance finalement dans une relation extérieure à soi-même que je trouve importante et belle et que je trouve qui donne un sens profond à ce livre. It would have been okay with me if he called it O Canada. Il avait voulu donner le titre Canada, ça ne m'aurait pas posé de problème. Not jealous of that. Je n'ai pas de droit d'auteur. It's publisher was possède pas le jealous, Canada. though. Et donc, il aimerait pouvoir se mettre à écrire. Il vous a parlé de cette envie qu'il a de... Oui, mais il a déjà écrit un autre livre qui va paraître aux États-Unis. Ah d'accord, j'ignorais. Et pendant le Covid, il a écrit quand même 2 livres. Parce qu'il était confiné dans le upstate New York. Et il a donc écrit 2 livres pendant le confinement. Il disait que c'était un moment vraiment idéal pour travailler. Il était coincé là-haut avec d'ailleurs son éditeur. Et puis, comme il disait, il ne fallait pas qu'il attrape le Covid. Donc, personne ne venait le voir. Et voilà, c'était très bien. Il a beaucoup travaillé. Et il a échappé au Covid pour l'instant, mais malheureusement, il a eu d'autres ennuis puisqu'il n'est pas là aujourd'hui. Pour vous aussi, ce fut une période d'intense travail, cette période où on était enfermé, où on était peu sollicité. Well, writing novels is not hard work. Writing novels, monkeys can write novels. Monkeys often do write novels. So it's not hard work, but there was nothing else to do. And so it was every day, every day, every day. And I don't think that's so great. I mean, of course, it's not great for COVID, but it's not even great in the life of a novel
for you to work a whole year, 365 days, every day, Christmas and New Year's. It's nice to have some time away to go to Paris. Oui, je trouve qu'écrire un roman, ce n'est pas vraiment un travail très dur. Tout le monde peut écrire un roman, les sages peuvent l'écrire aussi. C'est pas vraiment ça. Mais effectivement, pendant le confinement, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc oui, c'était le travail tous les jours d'écriture. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît tellement. Je trouve pas ça vraiment génial parce que écrire 365 jours par an et faire rien d'autre, je trouve que c'est pas très stimulateur. Tellement mieux d'avoir un peu de temps pour flâner, venir à Paris, faire autre chose. I think probably most people who do one thing for 50 years don't think it's very hard. Et je pense que la plupart des personnes qui font une seule chose pendant 50 ans, finalement, ils ne trouvent pas que c'est un exercice si difficile que cela. Pierre Furlan, Russell Banks a l'image, plus que Richard Ford, d'un écrivain politique. Il n'est évidemment pas que cela, loin de là, mais il a effectivement cette image d'un écrivain humaniste, d'un écrivain engagé. Vous êtes d'accord avec ce que Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et encore récemment, d'ailleurs, nous échangeons assez souvent et assez régulièrement, il me donne quand même son avis sur l'état du monde, et c'est un état qui le met en rage ou qui le déprime. Il est assez furieux de ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis maintenant, mais pas seulement aux États-Unis, dans le monde entier. Mais il dit, mais vraiment aux États-Unis, il a l'impression que c'est pire qu'ailleurs. Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté intéressant dans ces livres. Si on prend par exemple Continent à la dérive, son Bob Dubois, comme il le prononçait là-bas, Bob Dubois, il se posait la question, au moment de l'élection de Trump, de savoir si son personnage voterait pour Trump. Et il était persuadé que le pauvre type voterait pour Trump. Et donc, si vous voulez, il y a quand même là, comment dirais-je, quelque chose d'intéressant. C'est un écrivain, en effet, qui a un côté politique net et fort, mais qui ne méprise pas les gens pour leurs opinions politiques. Il essaye de comprendre pourquoi ces gens en arrivent là, comme il dit. C'est pas, après tout, c'est pas obligé pour quelqu'un d'être trumpiste. C'est pas seulement sa situation sociale non plus, parce qu'il y a des gens qui sont trumpistes et qui en réalité, qui ne souffrent pas matériellement. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, et je crois que c'est une complexité qui l'intrigue, entre autres. Et c'est dans ce sens-là qu'il est politique. Il n'est pas politique dans le sens où il va pousser un parti ou s'attacher à une personnalité politique, ou être adepte vraiment d'une doctrine. Mais essayer de comprendre comment ça se passe pour je dirais, un peu pour tout le monde, quoi. Pas seulement pour les gens dits ordinaires, un peu pour tout le monde. Vous, Richard Ford, on a l'impression que, à travers notamment les romans dans lesquels vous faites intervenir Franck Bascombe, il y en a 4 pour le moment, vous nous donnez aussi de temps, comme ça, je ne sais pas, tous les 10 ans, une sorte d'état des lieux de l'Amérique. J'ai lu dans des interviews que vous aimeriez écrire un roman sur... que vous songez ou que voilà, vous pourriez écrire un roman sur les dernières années aux États-Unis, je ne vais pas dire sur Trump, mais sur ces années-là. Well, I wrote a novel, turned it in Monday, which is a Frank Bascombe novel, which is set in 2020. So I guess I was as good as my word there. It's political in my way of writing political novels, which is to say, I think that, I won't say this forever, I think that, for me, political novels have to do with the fact that
the intimate life of citizens, inevitably, all of their moral issues and emotional issues and decisions and behaviors radiate up to the public sphere. They are political because this mirrors that. Oui, en fait, j'ai terminé un roman que j'ai rendu lundi, qui est un roman où le personnage est Frank Bascombe, et cela se passe en 2020. Donc, j'ai gardé ma promesse et j'ai terminé ce livre. Donc, c'est ma façon peut-être d'écrire un peu les romans politiques. En fait, ce que je pense, c'est que la vie intime des citoyens, des individus, que ce soit leur point de vue moraux, éthiques ou autres, en fait, sort des radiations, pour ainsi dire, du monde politique et sont influencés par le monde politique. Et donc, le monde politique influence eux, mais eux aussi, ils influencent le monde politique. Il y a un va-et-vient. So my novel, which is called Be Mine, is set during the time that Donald Trump is being impeached government. But I have such an abhorrence for putting his name on the page that I think I only have it in the book about 4 times. And fortunately, it allowed this abhorrence that I feel allowed me to discover something, which is that, because you can see how much I'm married to the words. Trump is a word I'm not married to. But this is a novel about a man whose son is dying, and he's taking care of his son. It was possible for me to say, right, not to say right, that when your son is dying and you are taking care of him, all those things that are going on in the world at the same time are not really going on. Le titre de ce livre, c'est Be Mine, soyez à moi. Et en fait, je l'ai écrit pendant une période où le président Trump était en train d'être poursuivi. Et j'ai une telle détestation pour ce monsieur que j'ai évité de le citer dans mon livre. Et vous voyez, j'ai quand même un attachement pour les mots, et le mot Trump est quand même un mot, mais je ne l'ai cité que 4 fois. Et en fait, en faisant ceci, j'ai découvert aussi certaines choses concernant Trump et d'autres. Parce que le roman traite de la relation entre un père et un fils. Le fils est mourant, le père s'occupe du fils. Et je pense que ce qui se passe pendant cette période est qu'on arrive à dire que ce qu'ils vivent et les sentiments qu'ils sont en train de connaître peuvent avoir lieu malgré ce qui se passe ailleurs et malgré les horreurs qui se passent autour d'eux. That's a little back of the shop entry into the mind of a novelist, me in this case. When there's something that you feel you have to do, but you can't do it, you can't make yourself use those words. You can't make yourself have those things happen. Then you figure out a way within the text to make it inevitable that you not do it. And so that's how you discover sometimes. That's how you get outside of convention. You think, well, I know Donald Trump is being impeached and most of America is watching it on TV, but I just can't bear to put it in my book. So what do I use as an excuse for not putting it in my book? And that excuse becomes the logic for something in the book. It's kind of a backwards way of doing something, but it's okay. Donc en fait, c'est un moyen peut-être de voir un peu dans l'esprit du romancier, en fait dans ce cas précis de voir dans mon esprit pendant que je l'écris, parce que si vous ne voulez absolument pas utiliser certains mots, mais vous voulez quand même exprimer certaines idées sans utiliser ces mots, eh bien, vous devez trouver un autre moyen, un peu, disons, en faisant le tour,
pour exprimer ce qui est inévitable, ce qui est en train de se passer, mais qui ne peut pas être exprimé. Et en fait, moi, quand j'ai écrit et j'ai décrit cette période, il y avait tout le procès de Donald Trump. C'était absolument détestable. Toute l'Amérique le regardait à la télévision en permanence. Et moi, je devais trouver une excuse pour ne pas inclure justement ce fait dans ce que j'écrivais. Donc, ça m'a donné une autre logique, une autre façon d'exprimer ces idées. Donc, c'est un peu peut-être prendre les choses par leur fin ou par une autre façon, mais cela m'a permis quand même de m'exprimer. Vous serez peut-être là, Richard Ford, dans 2 ans pour parler de Be Mine lors de sa traduction française, je l'espère. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à Pierre Furlan. Merci à vous, Rupa, et merci à vous de votre attention.